Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous avec l'actualité africaine. Mercredi 2 novembre, clap de fin pour la 31e session de la Ligue arabe. Un sommet qui intervient après 3 ans d'absence en raison de la Covid-19. Un sommet qui se tient aussi sous le signe de grands changements sur l'échiquier géopolitique mondial. Le 31e sommet de la Ligue arabe à Alger, une session surtout placée sous le signe de l'unité et de la solidarité arabe. Cette rencontre, qualifiée d'historique, a été aussi l'occasion de traiter et de mettre sur la table des discussions les gros dossiers africains. La Libye, le barrage de la Renaissance ou encore la sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique. Aux côtés des dirigeants arabes étaient aussi présents à Alger les grands de ce monde qui sont aussi concernés par la question africaine, à l'instar du président de l'Union africaine, Macky Sall, ou encore de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily. Vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de revenir sur le 31e sommet de la Ligue arabe et de sa dimension africaine. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir par Gamal Abina, journaliste indépendant et observateur des questions internationales, aux côtés de Massiri Diop, journaliste malien et spécialiste des questions africaines. C'est sans surprise que les préoccupations africaines ont été mises sur la table des discussions lors de ce sommet arabe. Pour le comprendre, je commence avec vous, Gamal Abina. Gamal Abina, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Alors, pour commencer, j'ai une première question pour vous. À votre avis, quels étaient les gros dossiers africains qui ont été traités lors de ce sommet? Les premiers dossiers africains les plus importants, puisque actuellement il y a la crise ukrainienne qui donne le là littéralement, c'est la question effectivement d'abord de la sécheresse, de l'approvisionnement en nourriture, en blé en particulier par rapport au blé ukrainien qui fait défaut, l'approvisionnement aussi en matière de phosphate, d'engrais. Toutes ces questions sont abordées parce qu'effectivement l'Afrique est en danger, en stress hydrique, on le savait déjà, mais surtout en danger alimentaire, et qu'on a déjà connu des périodes effectivement dans les années 80 qui ont conduit à des sécheresses très dures et qui ont eu des conséquences extrêmement dommageables pour beaucoup de pays subsahariens. Donc ces questions sont abordées, des questions économiques, des questions de présence d'investissement arabe dans la région, puisque la Chine étant le grand investisseur, eh bien, les États arabes ont tendance à vouloir penser qu'il va falloir qu'ils prennent aussi au sérieux ces investissements, et puis surtout des questions de collaboration et de coopération bilatérale, parce qu'il faut se rappeler tout de même que 2/3 des pays arabes sont des pays africains. Très bien, je reviens vers vous, Massiri, vous m'entendez? Parfaitement bien. À la lumière de ce que vient de nous dire Gamal, à votre avis, quel est justement le rôle du monde arabe aujourd'hui en Afrique? Rebonsoir. Rebonsoir. Je pense que tout a été dit. Franchement, le rôle de l'arabe, c'est beaucoup plus le rôle des pays arabes ou bien de la Ligue arabe, c'est beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de solidarité envers l'Afrique qui connaît aujourd'hui beaucoup de difficultés. Vous avez eu tantôt à le rappeler, il y a la sécheresse qui est en train de menacer, il y a aussi la crise de la famine, une crise de la famine qu'on dit d'ailleurs sans précédent, qui a également ce profil à l'horizon avec la crise ukrainienne. Donc c'est beaucoup plus de solidarité et beaucoup plus d'investissement. On attend aussi de la Ligue arabe beaucoup plus de cohésion, parce qu'on ne peut pas mener toutes ces actions sans avoir une cohésion assez forte en son sein. Une dernière question pour cette première partie. Je reviens vers vous, Gamal. La Banque arabe de développement économique, BADEA, va s'orienter vers le secteur privé aussi. Est-ce que justement c'est là le renouveau des relations entre le monde arabe et l'Afrique? Il faut faire un petit rappel historique pour se situer par rapport à l'Afrique. Les relations entre le monde arabe et l'Afrique ont commencé en 63 de façon assez appuyée, puis après c'était un petit peu tendu dans la mesure où les Africains ont reconnu Israël. En 73, il y a eu une solidarité des Africains par rapport à la cause palestinienne, ce qui a raffermi la relation des Arabes et des Africains. Et surtout, il y a eu 4 sommets importants qui ont eu lieu à partir de 77 en Égypte, puis à Sirte sous l'égide de Kadhafi,
et qui a reconnu d'ailleurs la traite négrière, puis ensuite un sommet après les révolutions arabes en 2013 au Koweït, et un sommet à nouveau qui a eu lieu cette fois-ci à Malabo, mais qui est un sommet en demi-teinte, puisque la plupart des pays arabes n'ont pas été présents pour les questions de Sahara occidental. Mais il y a eu 4 grands sommets importants. Le 5e était prévu en Arabie, il a été ajourné pour des raisons de Covid. 4 sommets, donc 5 en perspective, importants qui auraient dû avoir lieu, qui avaient une tendance à vouloir raffermir la relation économique, culturelle entre le monde arabe et le monde africain. Je l'ai dit tout à l'heure, 2 tiers des pays arabes sont des pays africains, il ne faut jamais l'oublier, donc ça signifie que l'Afrique est forcément intrinsèquement liée avec la constitution du monde arabe, puisque l'essentiel des populations arabes sont en Afrique, et surtout de se rappeler une chose importante, c'est que le monde arabe bénéficie de la rente pétrolière et gazière, dont beaucoup de pays africains commencent à en bénéficier, c'est vrai, mais dont beaucoup d'autres, malheureusement, n'en bénéficient pas du tout. Donc cette convergence d'intérêts avec ces fameuses banques qui sont mises en place ont 2 buts. Le premier, d'abord, c'est de dynamiser les relations bilatérales, effectivement, dans des relations équilibrées, et le second, c'est de faire face à la Bank of China, la banque chinoise, qui, elle, investit massivement dans des infrastructures, dans des investissements productifs, et qui profite évidemment à la Chine, puisque l'Afrique est regorge de ressources minières, gazières, pétrolières, et c'est un continent en devenir, en construction. Donc c'est vrai que ces banques sont en gros les bras armés qui permettraient de développer la relation entre le monde arabe et le monde africain. Et un détail sur les derniers investissements de la BADEA en Afrique. Alors déjà, il y a une question qui se pose de façon cruciale, on voit beaucoup avec les pays du Golfe particulièrement, qui sont des pays arides, voire très arides, ou en stress hydrique, donc ils n'ont pas beaucoup d'eau. Ils ne peuvent pas, donc pas beaucoup, ils peuvent très peu produire d'agriculture, et ils achètent massivement dans les pays africains, particulièrement le Soudan, qui est le grenier à blé, mais aussi l'Éthiopie. Ils achètent beaucoup de terres arables pour pouvoir garantir leur sécurité alimentaire. Cette sécurité doit être garantie dans les 2 sens. On a parlé tout à l'heure des sécheresses, effectivement, ces investissements au sens là. Ensuite, les investissements plus lourds, malheureusement, font défaut au monde arabe. Ils sont très peu présents dans les investissements productifs, et ce qui fait que, évidemment, les concurrents comme les Turcs, les Chinois, les Iraniens sont bien positionnés en Afrique, ce que ne sont malheureusement que très peu, voire pas du tout les Arabes. Merci pour toutes ces précisions, et nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. L'Afrique et le monde arabe, une histoire aussi vieille que le monde. Le monde arabe ayant été très actif lors des indépendances africaines, qui marquera sans doute le premier axe du monde arabe-Afrique. À la lumière de ce sommet, Massiri Diop, est-ce que vous pensez que ce sommet a réaffirmé cet axe afro-arabe? Massiri, vous m'entendez? Tout à fait. Je pense que ça a réaffirmé un peu ces relations historiques, parce que déjà la présence ou bien la qualité des personnalités qui ont fait le déplacement montre à suffisance que ces relations sont assez solides et qu'elles doivent être renforcées. On a eu le président en exercice de l'Union africaine, on a eu le président de la Commission de l'Union africaine, on a eu également d'autres présidents, d'autres envoyés spéciaux, par exemple celui chargé du dossier libyen, et ainsi de suite, qui est auprès de l'ONU, qui est aussi un Africain, faut-il le rappeler. Donc je pense que ça a été une réaffirmation un peu de ces relations historiques qui lient l'Afrique et le monde arabe. Maintenant, il faudrait aller dans le sens tout simplement du renforcement, parce que c'est là où vraiment on attend beaucoup plus la Ligue arabe agir. Je reviens vers Gamel et je vous pose la même question, mais quels sont les axes justement qui vont réaffirmer cette solidarité afro-arabe? Alors, c'est vrai, il a été rappelé à l'instant que Macky Sall, par exemple, qui est quand même un haut responsable de l'Union africaine, était présent pour discuter du développement de ces axes, tout comme Moussa Faki. Effectivement, c'est un Sénégalais qui est actuellement en train de négocier pour ramener la paix en Libye. Donc l'Afrique, qui a toujours été solidaire en réalité du monde arabe, attend effectivement que les Arabes commencent à investir, créent des échanges naturels. Et les différentes demandes qui ont été faites aujourd'hui sont des demandes d'urgence économique, à savoir la question alimentaire, on a bien compris la question de l'eau, des investissements dans ces questions-là, de raffirmer le maintien d'une relation pacifique entre le Soudan, l'Égypte et évidemment avec le barrage de la Renaissance, l'Éthiopie. C'est des tensions qui commencent à se faire jour, on parle beaucoup des guerres de l'eau. Donc la question de l'eau n'est pas accessoire, c'est essentiel.
essentielles, la question de la nourriture et la question des investissements structurants. J'en veux pour preuve, par exemple, quand la Libye était bien vue de l'Afrique sous l'égide de Kadhafi, il avait créé, et c'était très intelligent de sa part, une compagnie qui s'appelait El Fekria. El Fekria, c'est quoi? C'est une compagnie africaine qui devait faire une desserte de tous les pays africains. Aujourd'hui, les Arabes sont en défaut, encore une fois, je compare avec la Turquie, qui vient je crois qu'il dessert 40 destinations en Afrique aujourd'hui avec sa compagnie Turkish Airways. Les Arabes devraient être, normalement, puisque les géographies parlent pour nous, puisqu'il y a des Arabes africains et vice-versa, les Arabes devraient être au niveau géographique le premier investisseur, puisque toutes les infrastructures vont naturellement de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, en passant par le Moyen-Orient. Tout est possible par voie terrestre, tout est possible par voie aérienne, et malheureusement, les Africains demanderaient plus d'investissement de la part des Arabes. Aujourd'hui, il y a un changement, effectivement, on se rend bien compte de la donne géopolitique, et il est possible et probable même que les Arabes réinvestissent dans la zone africaine pour des raisons évidentes, c'est que le changement de paradigme mondial politique a tendance à pousser les pays qui étaient à l'époque plus ou moins alignés sur les positions américaines à se rapprocher de leur zone géographique naturelle, l'Afrique, Moyen-Orient, Asie. À votre avis, les décisions qui ont été adoptées lors de ce sommet, notamment la création d'une zone de libre-échange dans le monde arabe, aux côtés de la zone de libre-échange en Afrique, peuvent-elles être un moteur pour plus d'échanges économiques, justement ? Eh bien, les tentatives algériennes, par exemple, pour ne prendre que l'exemple de l'Algérie, de développer la relation algéro-subsaharienne se matérialisaient par des autoroutes qui devaient conduire des matériaux produits du nord comme dans le sud pour faire des échanges dynamiques. Ces questions d'infrastructures, c'est le plus important à mon sens. L'économie, la sève de l'économie, c'est les infrastructures, les échanges maritimes, routiers, aériens. Eh bien, ces questions ne sont pas assez évoquées à mon sens. Alors évidemment, c'est bien de faire des zones de libre-échange. On les voit, elles sont un peu partout, au Moyen-Orient, dans le Conseil de coopération, en Afrique du Nord, avec les tentatives de raviver l'idée de l'Union du Maghreb arabe. Ces zones spéciales d'échange régionales sont des choses positives qu'on voit avec la CEDEAO, par exemple, mais elles ne suffisent pas. Il faut d'abord et avant toute chose pour l'Afrique des infrastructures solides qui permettent de dynamiser les échanges. Tant que ces infrastructures ne sont pas en place, tant que la sécurité n'est pas rétablie dans les zones subsahariennes, tant que toutes ces questions ne sont pas réglées, eh bien, ça reste de purs vœux, enfin, c'est des vœux pieux en vérité. On parle de beaucoup de choses, on signe beaucoup d'accords, mais pour matérialiser ça sur le terrain, il faut déjà que les infrastructures qui permettent de garantir ces échanges soient en place, et c'est ce qui fait déçoir l'Afrique actuellement. Je vous pose la même question, Masseri. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Masseri, oui, vous m'entendez? Parfaitement, je vous entends. Je vous repose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, les zones de libre-échange peuvent être un moteur pour plus d'économie, pour plus d'échanges économiques entre les deux régions? Oui, absolument. Les zones de libre-échange sont très importantes, mais déjà, il faut des préalables. Il faut des préalables parce que, vous savez, le fossé est assez grand et je crois qu'il faut aller vers des rapprochements, des points de convergence. Par exemple, je crois qu'en Afrique, il y a certains problèmes qui peuvent, par exemple, trouver des solutions auprès du monde arabe. Et là, on irait plus vers la même direction. Par exemple, les problèmes de route, ça, c'est un problème assez crucial en Afrique. Les problèmes aussi d'électricité, ça aussi, c'est un autre problème. Les problèmes d'éducation, ça aussi, c'est un autre souci. Et surtout, l'un des plus grands problèmes, c'est surtout au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de foyers de tension dans les pays africains. Je pense qu'avec la médiation que certains pays arabes pourraient faire, on pourrait parvenir, par exemple, à avoir des solutions ou bien à avoir en tout cas moins de conflits. Avant, on voyait un peu Kadhafi s'investir beaucoup plus lorsqu'il y avait des foyers de tension et autres. Et je pense que ces initiatives ne sont plus là aujourd'hui. Et c'est là où on remarque un peu l'absence des pays arabes. Donc je crois qu'il y a des préalables avant vraiment d'aller vers tout ce qui est rapprochement entre les zones de libre-échange. Vous avez parlé de points de convergence. Quels sont justement ces points de convergence entre l'Afrique et le monde arabe? Il y en a plusieurs. Comme on l'a rappelé au tout début de l'émission, beaucoup aujourd'hui de pays membres de la Ligue arabe sont aussi membres de l'Union africaine et sont dans le continent africain. Les populations d'abord, ça aussi c'est une autre donne assez importante à prendre en compte. Et puis aussi il y a beaucoup d'autres comme au niveau de la culture, au niveau des échanges,
nous avons beaucoup de points de convergence. Il y a, par exemple, même au sein de l'Union africaine, il y a un comité assez spécial qui réunit les deux mondes pour essayer de voir un peu quels sont les différents types de projets où on devrait travailler ensemble. Donc, il y en a plusieurs et c'est là où vraiment il faut mettre l'accent et, comme je l'ai dit tantôt, essayer au moins de voir un peu les problèmes qui sont assez sérieux et qui se posent avec acuité en Afrique, c'est le déficit d'électricité, le manque d'infrastructures, le problème d'éducation et surtout les foyers de tension qui sont en train de se développer un peu partout, comme en Afrique centrale, dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Aux côtés des abcès sécuritaires et de manque d'infrastructures, il y a aussi des points positifs de la relation afro-arabe, notamment la lutte contre le colonialisme. En Palestine notamment, lors de ce sommet, il a été question de la déclaration d'Alger aussi. Les pays africains ont toujours montré leur solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte contre l'entité sioniste. La Palestine est membre observateur de l'Union africaine, chose qui a été refusée à l'entité sioniste. Gamel Abina, est-ce que vous pensez que cette question pourrait être justement un fédérateur de l'ensemble des pays arabes et des pays africains ? Ça a déjà été le cas parce qu'Israël avait fait un gros travail, donc les sionistes ont travaillé dans le sens de dynamiser leurs relations avec l'Afrique et en même temps, ils soutenaient le régime d'apartheid raciste de l'Afrique du Sud. Donc, ils étaient sur des positions un petit peu louches par rapport à ces questions africaines. C'est un État colonial, on le sait. Les Africains sont des États anciennement colonisés pour la plupart d'entre eux, pour même quasiment la totalité d'entre eux, puisqu'il n'y a que l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée. Et à partir de là, eh bien, la relation afro-arabe est une relation qui, de ce point de vue, par rapport à ce passé colonial qui a du mal à passer, c'est normal, puisque la violence était grande, se disent que la Palestine subit la même chose dans le même état de fait, par les mêmes puissances impériales occidentales, et que Israël devient, depuis 1973 surtout, l'agresseur. Et donc les Africains se sont très rapidement solidarisés des Arabes en 1973, et la contrepartie, c'est que les Arabes ont dit « nous allons boycotter le reste du monde par rapport au pétrole dont les prix se sont envolés, mais ils ont garanti l'approvisionnement aux Africains, des pays qui ont été donc favorables aux Palestiniens, d'un pétrole pas cher ». Donc cette convergence de la diplomatie que j'appellerais du portefeuille, du porte-monnaie, est une diplomatie dont les Arabes peuvent largement, sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour dire « nous sommes en mesure de vous aider économiquement ». D'ailleurs, toutes les infrastructures mises en place actuellement de la relation afro-arabe sont surtout des infrastructures de fonds d'investissement, de banques, de développement. Il n'y a pas d'autres, malheureusement, infrastructures, c'est ce qui manque, alors que ce serait nécessaire. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, la relation, j'ai envie de dire, la relation d'un passé commun où toute l'Afrique était colonisée en voyant la Palestine, tout le monde se souvient du traitement des Sud-Africains, des Palestiniens et de tous les pays qui ont subi la barbarie coloniale et se disent finalement, il vaut mieux se mettre du côté arabe parce que finalement, c'est un peu le camp du bien, entre guillemets. Je caricature, je fais un petit peu la bouche, mais il est certain qu'aujourd'hui, les Africains, on se sent solidaires des Palestiniens parce qu'ils ont un sentiment de douleur commune, et c'est normal. Après, la question des Arabes, pour les remercier, entre guillemets, grosses guillemets, c'est de dire aux Africains, nous allons investir chez vous aussi, nous allons développer la relation. Mais c'est vrai que ça a été rappelé il y a quelques minutes, sans sécurité, et je le rappelle tout le temps, sans sécurité, pas de développement. On ne peut pas espérer faire de l'agriculture si vous avez une guerre sur le territoire, ou si vous avez ou si vous avez du terrorisme ou du séparatisme. Donc toutes ces questions sont convergentes, elles sont des questions qui sont communes aux Africains et aux Arabes, et ces questions doivent être réglées en bonne intelligence, en relation bilatérale et en co-développement. Donc, ces questions sont posées effectivement, et la question palestinienne en fait partie. Vous avez parlé de questions sécuritaires. On sait très bien qu'aujourd'hui, les questions sécuritaires, il y a aussi beaucoup d'influence de l'étranger. Comment est-ce que le monde arabe et l'Union africaine peuvent passer ces questions de façon globale, mais aussi en solidarité afro-arabe? Alors déjà, on sait très bien que ceux qui tirent les ficelles souvent sont ceux qui perdent du terrain en Afrique. Je parle des anciennes puissances coloniales. Elles ont toujours tenté des guerres par proxy, des guerres par destination, en instrumentalisant une partie contre l'autre. On l'a vu, ce qui s'est passé par exemple en République centrafricaine. On l'a échappé, Dieu merci, à une guerre civile. Les Russes sont intervenus pour stopper cela. On le voit au Mali, où ils ont tenté effectivement de fracturer le territoire. À chaque fois que l'occidental intervient dans une région africaine ou arabe d'ailleurs, ils cherchent à diviser le territoire en 2 ou 3 parties. Ils y sont largement parvenus en Somalie. Malheureusement, on le déplore. Ils y étaient parvenus à l'époque au Yémen, qui était divisé en 2 parties, puis réconcilié entre guillemets en 90. Mais à chaque fois le Soudan, divisé en 2 parties,
Mais effectivement, ces gens-là, lorsqu'ils perdent de pied, créent des instabilités chroniques et des guerres civiles. Alors, c'est normal, ils font la guerre pour l'argent. Par contre, les Africains font la guerre pour l'émancipation. Et les Arabes ont tout intérêt à soutenir leurs frères africains dans le même sens. D'abord, pour rappeler une chose, l'arabité, comme je l'entends, n'est pas une ethnie, mais c'est une culture. C'est très important de le rappeler, parce qu'on a des Arabes blancs comme des Arabes noirs. Donc, c'est important de se rappeler que nous sommes Africains et que nous avons un devoir par rapport aux frères africains de les soutenir lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Tout comme les Africains le montrent par rapport à la question libyenne, ils ont un devoir de soutenir leurs anciens soutiens, parce qu'effectivement, souvenons-nous quand même que l'Afrique du Sud, le pays le plus raciste de la Terre, bien les pays qui ont été le plus en avant-poste pour soutenir la lutte pour la libération et l'émancipation des Noirs sud-africains, c'était l'Algérie, c'était la Libye, et c'était évidemment l'Iran. Donc, c'est vous dire réellement que la question ethnique n'intervient pas dedans, c'est une question de droits humains, c'est une question de dignité, c'est une question simplement de respect de l'humanité. Et en substance, les pays africains ont des points de convergence de ce point de vue-là avec les pays arabes. Masseri, vous m'entendez? J'ai une question dans le même sens. La déclaration finale du 31e sommet d'Alger, il a été question de beaucoup de souveraineté, mais aussi d'économie. Est-ce qu'à votre avis, là aussi, c'est le nouveau chemin de l'Afrique et du monde arabe? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, l'économie, c'est ce qui gouverne un peu le monde. Parce que si vous voyez les plus grands conflits aujourd'hui, l'économie est surtout à la base un peu de cela. Donc, c'est important à ce qu'on puisse se retrouver autour de ces points de convergence et puis aussi avoir la même vision. Tout à l'heure, vous parliez de problèmes de souveraineté, de problèmes. Et ça en fait partie, en fait. Ça en fait partie. Je pense que la souveraineté aujourd'hui que l'Afrique revendique, ou bien qu'une certaine partie du monde arabe revendique aujourd'hui, c'est surtout par rapport à une solidité économique. Et cela ne peut être, on ne peut l'avoir qu'avec une solidarité entre pays africains et pays du monde arabe. Et surtout qu'on a beaucoup de choses qui sont en commun. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là où on se retrouve, parce que le problème de lutte contre l'impérialisme n'a pas commencé aujourd'hui en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui également, c'est un point que partage également le monde arabe dans sa globalité. Donc là également, ce sont des aspects sur lesquels on peut se retrouver, mais tout cela ne peut être possible, encore une fois, que si on met beaucoup plus les investissements sur des projets porteurs en avant. Est-ce que vous avez compris? Et ne pas laisser surtout la place aux autres faire des initiatives. Par exemple, vous avez la francophonie. Vous avez des organisations comme le Commonwealth aujourd'hui qui attirent beaucoup de pays africains. Mais pourquoi également le monde arabe ne créerait pas aussi une genre d'organisation de ce genre pour beaucoup plus promouvoir la culture arabe et également même la langue arabe? Parce que ça aussi, ce sont des aspects sur lesquels les autres jouent pour affaiblir un peu les pays africains ou affaiblir un peu les pays africains entre eux. En tout cas, sur un dernier aspect que j'aimerais surtout discuter par rapport à ce sujet, vous avez parlé de l'Israël. Le problème de l'entité sioniste est assez sérieux, parce que c'est pas seulement qu'en Afrique qu'il y a des points de vue divergents, mais également dans le monde arabe, on voit qu'il n'y a pas une entente autour. Il y a un pays voisin de l'Algérie qui a reconnu l'Israël et a rétabli des relations assez spécifiques. Donc vous voyez que tout cela, ça peut à l'avenir causer des problèmes. Donc il faudrait qu'on puisse s'entendre pour que la dénonciation de ce que fait l'entité sioniste soit la même et soit beaucoup plus réaffirmée avec force, pour que dorénavant nous puissions travailler, d'autant plus que nous partageons vraiment cette lutte que mène aujourd'hui le peuple palestinien pour sa souveraineté et pour son indépendance. Justement, vous parlez de lutte, Monsieur Masseri. Est-ce qu'aujourd'hui, Gamal Abina, je reviens vers vous, la participation de Ilham Aliyev, président des non-alignés, fait partie de ces enjeux auxquels doit faire le monde arabe face à l'impérialisme mondial, entre parenthèses? Je pense que le retour de ce rideau de fer qui est retombé à nouveau avec la question ukrainienne, de la guerre froide, donc, ce partage du monde entre l'Est et l'Ouest a mis un terme à l'hégémonie américaine qui était quand même, il faut le rappeler, depuis 30 ans, le pays qui a produit le plus de guerres. C'était une catastrophe
destruction de la Syrie, destruction de l'Irak, destruction de la Libye, destruction de la Somalie, parce qu'on oublie toujours la Somalie, le Soudan qui était en guerre en permanence avec une partition du Soudan. Les États-Unis ont fait la fête partout en Afrique et au Moyen-Orient et se sont fait plaisir à détruire des pays qui avaient quand même une légitimité historique très ancienne et surtout qui étaient unis. Donc effectivement, quand on voit Ilham Aliyev qui débarque par exemple comme membre d'un allié, ou encore une fois l'Indonésie qui se réaffirme par rapport à Bandung, on se rend bien compte que le monde est en train de changer et qu'effectivement, et là je rejoins notre ami par rapport à la question de la langue, parce que la langue est quelque chose d'important pour dominer. Il faut se rappeler que la langue, par exemple, pour le monde arabe, et je ne parle pas des non-alignés, mais le monde arabe en lui-même déjà, c'était un vecteur commercial. Pas seulement religieux, on a tendance à l'oublier, mais c'était la langue de la diplomatie aussi. Eh bien, je pense que les Africains pourraient se libérer par la langue, il faut absolument qu'ils le fassent, et surtout qu'ils se débarrassent de la monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA. Les Kadhafi avaient tenté en son temps, et c'est dommage qu'il ait été assassiné, de créer le dinar d'or, une monnaie unitaire avec une banque centrale africaine, pour créer une liaison importante entre les pays africains par rapport à un référentiel qui serait l'or, une monnaie très solide en l'occurrence. Bon, ça a été avorté malheureusement pour les raisons qu'on connaît depuis 2011. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la question de la langue est essentielle en Afrique. La circulation de la langue est importante. Ça ne doit plus être l'anglais ni le français. Et la question de la circulation des marchandises par une monnaie unitaire serait, à mon sens, essentielle. Créer une monnaie de convergence, quitte à ce qu'elle soit dématérialisée, comme les bitcoins, mais une monnaie unitaire africaine. Et puis surtout, se réaffirmer en tant que non-aligné. On n'est pas obligé de se positionner du côté occidental ou du côté oriental par rapport aux Russes. On peut très bien se positionner par une singularité, une troisième voie à nouveau, qui pourrait être une voie d'émancipation. Donc c'est vrai qu'Aliyev qui débarque, ça a du sens. Merci, M. Habina. Malheureusement, le temps nous est imparti. Gamal Habina, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je remercie également M. Massiri pour ses réponses pertinentes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cap sur l'Afrique.